Bonjour et bienvenue au Théâtre 14 pour cette dernière séance du cycle de l'Université populaire consacrée au football. On est très heureux de recevoir aujourd'hui la metteuse en scène Natacha Steck. Et je laisse la parole à Muriel de l'Université populaire du 14e pour annoncer les prochaines activités de l'UP14. Merci Hélène et surtout merci au public de nous être fidèles, parce que je vois des têtes que j'ai vues depuis le début du cycle, donc un grand merci. Oui, donc les prochaines séances de l'Université populaire auront lieu le 14, 21 et 28 janvier. Ça se passera à la salle des à la mairie annexe. Vous saurez tout par internet et par l'email. Et ça traitera du sujet cette fois-ci des régionalismes, atouts ou faiblesses pour les pays occidentaux. Puisqu'on voit en ce moment qu'il y a beaucoup comme l'Écosse, la Catalogne, peut-être la Corse, voilà, il y a plein de choses qui se passent aussi de ce niveau-là. Et il y aura 3 séances sur le sujet au mois de janvier. Juste une petite incise, merci à tous d'abord de fermer ou de mettre en silencieux vos téléphones mobiles pour que ça ne soit pas gênant pour l'intervenante. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par présenter rapidement notre intervenante. Donc, Natacha, tu es comédienne et metteuse en scène, mais également footballeuse, puisque tu fais partie de l'équipe du CA Paris 14 qui s'entraîne au Stade Didot, juste à côté du Théâtre 14. Natacha s'est formée au Conservatoire de Strasbourg, puis au Conservatoire de Bobigny et au Studio Daniel. Elle a interrompu ses études de physique pour se consacrer entièrement au théâtre. Et elle a joué comme comédienne sous la direction de René Loyon, Yann Berlier, Nicolas Billard et Guillaume Harry Françoise. En 2015, elle intègre le master de mise en scène et dramaturgie de Nanterre et fonde en 2016 la compagnie You'll Never Walk Alone. Ce nom fait référence à un standard de comédie musicale qui a été popularisé ensuite dans les stades, notamment par les supporters de Liverpool, donc on est vraiment dans le thème. Et France, son premier spectacle, a été créé en 2021 et a été lauréat de l'aide à l'écriture mise en scène de l'association Beaumarchais SACD avec le soutien de la Chartreuse de Villeneuve les Avignon. Et vous pourrez d'ailleurs découvrir France les 10 et 11 décembre prochains, donc la semaine prochaine, au théâtre LUMD à Ivry. Donc, Natacha, comme je l'ai dit, tu es à la fois comédienne et metteuse en scène et footballeuse. Et on va revenir sur cette double pratique théâtrale et sportive qui est au cœur de ton spectacle. Est-ce que tu pourrais d'abord nous parler un peu de ta formation et de ton parcours en tant que comédienne et metteuse en scène ? Oui, avec plaisir. Merci pour commencer déjà de m'avoir invitée et merci à tous d'être présents ce matin. Du coup, Hélène, comme tu le disais, au départ, moi j'ai une formation, enfin j'ai démarré mes études par la science, en faisant donc une licence de physique. Ça pourrait être anecdotique, mais c'est important dans mon parcours parce que ça marque dès le départ un goût pour aller voir ailleurs qu'au théâtre des inspirations, des choses qui font aussi partie du monde et qui interrogent sur une vision, sur un rapport qu'on peut avoir. Et donc voilà, j'ai ce goût aussi pour la matière scientifique qui m'a amenée au départ sur cette branche-là, avant de bifurquer vers le théâtre, une autre manière de raconter le monde et de l'observer et d'essayer de le comprendre. Et voilà, mon parcours au départ m'a plus portée vers le plateau, être comédienne en scène, à travers différentes écoles de pratique de comédienne, avant un élément déclencheur pour moi, qui a été l'année 2015, année des attentats, et qui m'a énormément chamboulée et questionnée dans ma position d'artiste, dans ma pratique artistique. Qu'est-ce que c'est être sur scène, raconter quelque chose à un public, et qu'est-ce que j'avais envie de raconter, qu'est-ce qui m'était nécessaire de raconter. À partir de ce moment-là, donc j'étais déjà comédienne professionnelle,
j'ai eu besoin de retourner vers l'écriture et la mise en scène pour porter cette parole-là. Ce qui m'a amené donc à me reformer au master de mise en scène et dramaturgie de Nanterre et fonder ma compagnie. Et ce premier spectacle fondateur, France, autour de l'épopée de la Coupe du Monde 98 et des joueurs de l'équipe de France. Ce spectacle fondateur est né vraiment de cette nécessité en 2015 de se dire, sur un plateau de théâtre, qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? Pourquoi est-ce qu'on fait encore du théâtre aujourd'hui à l'heure où on peut avoir des biens culturels à portée de main sur son téléphone, sur son ordinateur, chez soi, tranquillement ? Et bien, le théâtre a cette force-là, qui est très proche de l'endroit du football, de créer du lien, de permettre la rencontre de personnes, de publics, de spectateurs qui ne viennent pas du même milieu social, qui n'ont pas les mêmes couleurs politiques, la même religion, et qui se retrouvent dans un espace clos, comme ici en ce moment, à simplement se mettre ensemble vers une œuvre, quelque chose qui fait sens, qui raconte, qui nous raconte. Et donc ce lien a été assez évident pour moi tout de suite, et l'envie de raconter cette histoire-là. Merci. Et tu es toi-même issue d'une famille de footballeurs, c'est ça ? Est-ce que tu pourrais nous dire quelle place le foot a occupé dans ta vie et quelle place il occupe encore actuellement ? Oui, alors j'ai toute une branche effectivement de ma famille dans laquelle le football est extrêmement présent. Depuis toujours, j'ai grandi dans un amour du football profond, un amour populaire, je ne sais pas comment dire, un amour franc, sincère, que j'ai toujours vécu petite comme un endroit de grande valeur, qui est aussi quelque chose de très formateur. Alors ce qui est particulier, c'est que pendant très longtemps, je n'ai pas pratiqué. J'ai grandi dans ce bain-là avec des matchs évidemment que j'allais voir, des frères que je suis allée voir jouer, des histoires que j'ai toujours entendues. Chez mes grands-parents, il y avait toujours le foot à la télé, donc des après-midi entières à regarder le foot, mais à ne pas pratiquer. C'est particulier, mais ça raconte quelque chose aussi du parcours, ça raconte aussi quelque chose du football féminin, parce que ça parle aussi de cet endroit-là. Je ne pratiquais pas, mais ce n'était pas du tout une frustration. C'est simplement, je pense que je suis encore d'une génération où on ne se posait pas tellement la question. Alors j'ai toujours fait du sport, mais le football, ça avait beau être autour de moi, ça m'est jamais traversé l'esprit que je pouvais faire du football. Donc c'est pas une frustration parce que c'était pas conscient. Après, aujourd'hui, j'espère qu'il y a plein de petites filles qui justement ont des modèles et qui pensent que c'est possible. Enfin, c'est une option. On peut, autant que s'inscrire à la danse ou au basket, on peut s'inscrire au football. Mais bref, c'était pas une option, mais c'est un sport qui existait dans mon paysage, très fortement, et qui pour moi qui était énormément porté par la figure de mon grand-père, et qui symbolisait pour moi vraiment le grand panier des grandes valeurs nobles et humanistes, universelles, de faire équipe, de dépassement de soi, mais pour le collectif, un endroit de grande droiture, de justice, faire les choses bien pour soi, mais pour le collectif. Enfin, c'est quelque chose c'est tout un tas de valeurs comme ça, qui, bien que je ne les pratiquais pas, faisaient partie de mon paysage
par le foot. Et voilà, du coup, j'ai vraiment grandi avec cette éducation-là. J'ai presque envie de dire que ça m'a aussi fait grandir, même sans pratiquer. Et j'ai finalement démarré la pratique assez tard, à 25 ans. Et ça m'a fait énormément de bien dans ma vie, justement, à cette époque-là. Enfin, à 25 ans, j'ai démarré le football, justement, en 2015. En même temps que ma pratique artistique a été un peu chamboulée, bouleversée, j'ai franchi le pas de jouer, de pratiquer. Et je pense que c'est pas anodin non plus, c'était un besoin de me reconnecter avec un sport collectif, et pas n'importe lequel, un endroit qui faisait sens pour moi, écho avec ce besoin de faire du lien, d'être avec mes contemporains, d'être ensemble et de retrouver des valeurs communes. Oui, donc il y a vraiment un lien très fort entre ta pratique sportive et ta pratique artistique. Et c'est ça qui est justement très intéressant dans ton spectacle. France est née d'ailleurs en partie de l'empreinte très forte qu'a eue sur toi la Coupe du Monde de 98. Quel âge avais-tu à l'époque et qu'est-ce qui t'a tant marqué dans cet événement à l'époque? Alors j'avais 7 ans à l'époque et j'ai un souvenir surtout en réalité pas tellement des matchs à l'époque en eux-mêmes mais de toute l'ambiance autour. Et il y a quelque chose qui m'a énormément marqué, c'est assez drôle. Le 12 juillet 1998, je n'étais pas en France. Et je pense que cet événement-là, à 7 ans, de cette sensation qu'il se passait quelque chose d'incroyable et de ne pas y être, m'a absolument, m'a profondément marquée. Il se passe quelque chose, je sens que je veux être avec les autres, mais les autres ne sont pas là. Et je pense que j'ai toujours recherché depuis cet endroit-là, justement ce manque cette sensation d'avoir que cet endroit-là est possible de se retrouver. J'ai senti à 7 ans, et ça c'est une très 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 grande chance, et c'est pour ça que je fais beaucoup d'échos, de liens avec 2015, c'est que j'ai senti, alors je l'analyse aujourd'hui plus tard, mais j'ai senti qu'à 7 ans, j'avais une chance incroyable de connaître un endroit de joie partagé par tout un groupe de personnes, plutôt grand groupe de personnes, tout un pays. Et ça c'est quelque chose de précieux pour un enfant, pour une construction, de se rendre compte que c'est possible. C'est pour ça que je parle de 2015, parce qu'à l'époque, à cette époque-là, j'ai été entourée de beaucoup de jeunes enfants, de jeunes parents surtout, et je me disais, comment faire pour raconter ce qui se passe, ces rassemblements, place de la République à Paris, post-attentat, ces événements partagés, douloureux. Dans quel monde, quel impact ça va avoir sur une génération qui avait 7 ans en 2015. Et ça m'a fait une espèce d'effet boomerang de « Waouh, moi à 7 ans, quelle chance j'ai eue d'avoir 98 !» Parce que ça m'a appris qu'on pouvait être heureux tous ensemble. Et je pense que c'est la chose la plus précieuse au monde et c'est ça que j'ai envie de raconter au théâtre. Merci. Et à quel moment donc, tu as eu cette idée de faire passer donc, cette expérience, cet événement qui t'a tant marqué au plateau et de aussi faire passer ta pratique sportive au plateau, donc de passer du gazon à la scène? Oui, c'est quelque chose qui m'intéressait en réalité depuis longtemps. Donc il y a eu cette bascule 2015, mais avant, ces liens entre le sportif de haut niveau et l'artiste. On a parfois l'image un petit peu romantique de l'artiste bohème qui peut arriver comme une fleur sur un plateau, brûler les planches, et puis il disparaît. Je me suis rendu compte aussi, ne venant pas d'une famille du milieu artistique particulièrement,
mais de milieux assez diversifiés, qui a une grande méconnaissance du travail de l'artiste, de son travail quotidien. Et j'ai commencé à un peu faire des ponts avec la pratique du sportif professionnel, qui est un petit peu plus dans les esprits connus, c'est-à-dire qu'on s'imagine un peu plus, bah oui, un sportif de haut niveau en dehors des matchs ou des courses ou selon le sport, il doit s'entraîner, il fait de la musculation, il fait des étirements, du kiné, du machin, voilà, l'alimentation, tout ça. Dans les esprits, c'est à peu près construit. En réalité, un artiste, c'est sensiblement pareil. C'est-à-dire que notre premier outil, c'est notre corps et on doit le travailler. Notre corps, notre voix, notre souffle. Donc ça passe par tout un tas de pratiques quotidiennes qui sont peut-être plus diversifiées qu'un sportif de haut niveau parce que notre but, c'est pas d'être les plus forts, mais d'être les plus souples, j'ai presque envie de dire, en tout cas les plus aptes à pouvoir tout faire sur un plateau. Donc pour ça, il faut avoir un corps qui permet de pouvoir tout faire. Ça ne veut pas dire être musclé, mais ça veut dire être capable de mettre en mouvement et de mettre en action des compétences physiques, vocales, tout ça. Et voilà, donc cette pratique, mais bon, ça c'est presque la part un peu individuelle de l'artiste, le sportif, l'entraînement quotidien. Donc ça c'est quelque chose avec lequel j'avais fait des ponts, mais dès ma formation de comédienne en fait, parce que justement quand j'ai commencé ma formation de comédienne, j'avais pas d'exemple. Du coup j'ai tout appris de manière empirique, si je veux tenir un spectacle pendant 90 minutes, il faut que je sois en forme, donc il faut que j'ai bien dormi, donc il faut que j'ai bien mangé. Quand est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange? Tout un tas de choses comme ça, et je me suis dit, mais en fait, je suis un sportif de haut niveau, donc il faut que je trouve un peu ma discipline comme ça. Après, dans la partie plus collective, j'ai très vite aussi commencé à faire des ponts entre justement le sport collectif et une équipe au théâtre qui a... mais d'ailleurs, comme dans une équipe sportive, il y a les acteurs au plateau, mais il y a aussi tout le staff derrière qui est dans l'ombre. Et avec cette idée que j'entendais pas beaucoup au théâtre et que j'essayais par moi-même quelque part de construire, que on est tous unis au théâtre dans un objectif commun, comme une équipe de sport collectif. Et du coup, si on imagine une représentation comme un match ou un relais, une course, une compétition, comment faire pour que tous ensemble, on soit les meilleurs pour donner la meilleure représentation. Et voilà, donc c'est des ponts que je commençais à faire. Je me suis beaucoup intéressée pour le sport plus individuel à des figures comme David Douillet, son rapport à la compétition, toujours plus haut. J'étais très marquée par une interview de lui quand il a gagné les JO. Un journaliste qui lui demandait, qui lui disait David Douillet, vous devez être au comble de la joie, ça doit être merveilleux. Et sa réponse était je ressens un grand vide. Et je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il expliquait là j'ai tout fait, donc j'ai gagné, mais après il n'y a plus rien. Et j'ai trouvé ça bouleversant. C'est ce qui a commencé à me faire aussi regarder les champions, les grands sportifs comme des héros qui ont
des sensibilités, qui ont des gouffres. Et toute cette psychologie-là m'a fait dépasser un peu l'image de voilà, le sportif, il s'entraîne, il donne le meilleur de lui-même, il gagne ou il perd, et puis voilà. Voilà. David Douillet a été un peu le point de départ de mon nouveau regard sur les sportifs comme des héros. Regroupant tout ça, la pratique artistique en parallèle avec la pratique des sportifs, le rapport au collectif, le rapport aux héros, tout ça l'un dans l'autre m'a donné vraiment l'idée et l'envie de proposer un spectacle qui porterait tous ces aspects-là. Le football est évidemment arrivé très très vite dans mon idée, par mon lien parce que c'est le sport que je connaissais le mieux, tout simplement, et aussi parce que le football revêt cette chose-là symboliquement très forte, très universelle, très lisible par tous. Et j'ai commencé à m'imaginer le football comme un langage. Justement, un langage universel. Ce qui est très 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 beau avec le football, c'est que où qu'on aille dans le monde, même si on ne parle pas la même langue que les personnes qu'on croise, on peut jouer au football. On connaît, voilà, on met deux pulls par terre, un caillou, au fin fond de la Bolivie, on joue au football. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup par rapport à mes questionnements d'artiste sur le théâtre, qui est un art ancestral, populaire, qui cherche un langage pour parler à tous. Alors au théâtre, on a la barrière de la langue, forcément, mais malgré tout, je suis persuadée qu'un spectacle, un très bon spectacle au théâtre, même si on ne comprend rien à la langue, on reçoit les émotions, on reçoit ce qui se joue. Voilà, c'était une longue réponse. Et alors, est-ce que tu pourrais revenir sur le processus de création du spectacle à partir du moment où tu as eu cette idée? Comment ça s'est passé concrètement donc, pour créer France? Oui. Alors, c'était vraiment une envie assez particulière. C'est pas forcément que je fonctionne toujours... c'est pas forcément mon fonctionnement habituel pour créer des spectacles, mais ça a commencé par le choix des acteurs. Le choix des acteurs. J'ai pas du tout passé d'audition, recherché, voilà, je voulais travailler sur 98 pour toute la symbolique autour, voilà. Je n'ai pas cherché de ressemblance physique avec les joueurs, c'est pas ça qui m'intéressait. Par contre, j'ai vraiment cherché des acteurs qui avaient un rapport intime au sport collectif. C'était très important. Et ensuite, on n'a pas commencé par faire du théâtre, on a commencé par faire du football. Je leur ai donné un ballon et on a passé des heures à jouer. Et parce que dans l'équipe, ils ne se connaissaient pas et j'avais besoin de créer un groupe. Ça m'intéressait d'avoir un groupe qui ne se connaît pas au départ. C'est aussi, quelque part, j'ai un peu fait le parallèle entre construire une équipe pour gagner une Coupe du Monde, construire une équipe pour monter un spectacle. On part d'individus qui ont fait parfois la même formation, parfois non, qui ont plus ou moins le même âge, mais pas tout à fait, qui viennent de différentes régions de France, qui se retrouvent autour d'un but commun. Et c'est fou parce que voilà, je me suis même dit qu'il faudrait que je fasse ça sur tous mes spectacles, même ceux qui ne parlent pas de football, mais on donne un ballon à un groupe de personnes. En 2 minutes, ils se connaissent par cœur, ils savent comment les uns et les autres fonctionnent parce qu'avec un ballon, on voit tout. On voit tout de ce que la personne va être ensuite au plateau. On voit l'écoute, on voit la disponibilité, l'adaptabilité. C'est pas une question de talent, hein, c'est pas une question d'être bon ou pas au football, c'est une question d'être avec un groupe
et de faire circuler quelque chose. Et du coup, on a beaucoup fait circuler cette chose-là en jouant. Puis petit à petit, on a dérivé sur comment est-ce que ces exercices au ballon pouvaient être de plus en plus théâtralisés. Et on s'est penché vraiment sur la construction de 98 comme mon envie, mon intuition de départ était de se saisir de cette histoire de 98 comme d'une mythologie moderne. Donc une épopée en fait, avec, comme on raconterait l'Iliade, l'Odyssée, avec du coup ses épreuves, ses héros, ses rebondissements, ses avancées, ses difficultés, etc. Donc prendre chacun des matchs comme une grande épreuve à traverser par notre groupe de héros. Pour ça, on a vraiment regardé chacun des matchs, re-regardé chacun des matchs de 98 et essayé d'en analyser la dramaturgie. Vraiment se poser la question, je regarde un match comme je lirais un texte de théâtre et je dirais, bah voilà, les protagonistes sont un tel, il y a ce moment clé, ce rebondissement, ce temps fort, ce temps faible, et l'issue finale. En réalité, c'est assez facile à faire, c'est assez étonnant, mais c'est facile à faire. Ça se fait très très bien. Surtout que, voilà, particulièrement les derniers matchs s'analysent vraiment comme des tragédies. Il y a un mort à la fin et il y a cette tension dramatique de c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Soit ça continue, soit ça s'arrête. Donc quels sont tous les mécanismes mis en place pour que ça continue, parce que c'est ça le but. Et donc voilà, chacun des matchs a été analysé avec différents angles, différents biais, pour en sortir à chaque fois une dramaturgie propre et construire ensuite une traduction au plateau. Des enjeux des matchs qui peuvent être des enjeux sportifs, vraiment du cœur du match, ou des enjeux parfois aussi périphériques. Je pense notamment, par exemple, le 3e match de poule a un enjeu simplement l'enjeu de gagner le match est important aussi, mais on a pu le voir peut-être moins important que pour d'autres matchs, mais a des gros enjeux par rapport à la construction de l'équipe, par rapport à l'équilibre du groupe, par rapport à la circulation, par rapport aux options possibles, par rapport à plein de choses. Donc ce match-là, qui pourrait être pas très passionnant à raconter, parce que bon, ils sont déjà qualifiés, qu'est-ce qu'on va raconter de ce match-là? En fait, est un match hyper intéressant à développer sur tous les enjeux un peu aussi, j'ai envie de dire, psychologiques. Oui, voilà. Merci. Peut-être qu'on peut maintenant montrer quelques extraits. Oui. Pour voilà, c'est quand même un spectacle vivant, alors c'est bien d'avoir des images. Tout à fait, je sais pas comment on fait. Oui, on va commencer par un teaser qui donne un peu un aperçu global et il y aura quelques extraits un petit peu plus précis sur certains points. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, en France, tout le monde sait où il était le 12 juillet 1998. Même ma mère, même ceux qui n'aiment pas le foot. Hey! Allez, c'est parti. J'ai jamais autant flippé de la vie. Faute sur Guy Marche. Oh, j'ai pas vu, je regardais par terre. Faute sur Steph. D'ailleurs, je me suis demandé en fait s'il était possible de changer l'hymne national. Arrête. Ok.
voilà pour le teaser. Et du coup, j'ai sélectionné quelques extraits un tout petit peu plus longs pour vous donner une idée de tout ce vers quoi on peut aller dans ce spectacle. C'est un spectacle très protéiforme. Voilà, parce que l'enjeu de faire ce spectacle, c'est que contrairement à un match de football, au théâtre, souvent on connaît la fin. Et enfin, surtout quand on parle d'une histoire qui a déjà existé. Et là, 98, a priori, les spectateurs connaissent la fin. Donc l'enjeu n'était pas de travailler sur un suspense particulier, mais plus sur comment se saisir de cette histoire, comment en faire œuvre. Voilà, donc on va... Allez, c'est parti. T'as déjà vu autant flipper de ma vie? Coach du match. Oh, j'ai pas vu, je revenais par terre. Faute Joseph. Coup franc. Allez, on dit dès le début là. Allez, on rentre bien là. Allez. Bien ça. Allez. Allez, 4, 3, 2, Coup franc. Joue pas si vite. Prends le temps. Non. Pourquoi pas cadré. Je suis pas dedans, je suis pas là. C'est quoi, je crois que j'ai faim. En fait, je crois que c'est ça. En fait, j'ai faim. Il y a des stress là. Eh, c'est tendu là. Je sais pas si c'est le vent, mais c'est tendu hein. Ce premier extrait est une traduction du premier match que j'ai eu envie de raconter du point de vue du banc de touche, qui est un point de vue qu'on voit pas souvent ou de manière très furtive quand il y a des plans à la télé sur le banc de touche. Le traitement utilisé, c'est un traitement qui s'appelle le sound painting. L'idée est donc, à travers simplement la voix, créer toute une ambiance sonore. Donc c'est pour ça qu'on entend certains comédiens qui vont prendre en charge. Alors il y a les paroles des joueurs, mais il y a aussi toute l'ambiance du stade qui va être à traduire, comme ça. Voilà. Donc ça c'est un exemple d'un match qui est traduit de cette manière-là. C'est le seul qui sera traduit du banc de touche. Ensuite, chaque match va avoir un point de vue différent. On va avoir aussi le traitement de la figure du joueur, de sa figure médiatique. On va passer un autre extrait. Et là, le voici Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Premier match de Coupe du Monde ce soir. Vous entrez en jeu et qu'est-ce qui vous arrive? Racontez-nous. J'ai hésité, j'ai vu Thierry Henry partir et j'hésite au moment où je tire, je vois qu'il y a un défenseur qui va et voilà, je retiens mon pied, je fais une cagade quoi. Mais bon après c'était dur après ouais. Oui, c'est vrai qu'on vous a senti au bord du gouffre. Ouais, je suis au bord du gouffre ouais, moralement après ça j'étais très bas. Et j'entendais les gens commencer à me siffler, à me prendre en grippe un peu quoi, et voilà, j'étais très bas à cause de ça ouais. Et ensuite, Christophe, ce but qui vous libère, qui percute un peuple, qu'est-ce qu'on ressent quand on marque comme ça à Marseille, en plus dans son jardin? Qu'est-ce qu'on ressent, Christophe Gary? De la joie et de la haine. De la haine dans ma tête, tu penses, tu te dis putain, je vous ai tous niqués quoi. Je vous ai tous niqués. Et tu les vois en plus dans la tribune de tous ces putains de journalistes et tous ceux qui m'ont décrié avant la compétition. Et tu vois, il y en a, ils m'ont traité d'assassin à Helsinki. Le mois dernier, je sais pas si t'imagines la violence de ce mot. Et je me dis, bon putain, je vous ai tous niqués quoi. Envie de les. Tu vois, quand t'es dans un état second, t'es en transe, tu vois, je pourrais faire n'importe quoi. Il y avait un trop plein. Et il y en a, ils se posent des questions si notre participation l'a mérité, qu'on ne se serait pas qualifié. Moi, je vais te dire, quand tous les jours t'entends dans la presse du bidon, que c'est de la merde, c'est commencé. Tous les jours, on va te dire la merde c'est bon, tu vas finir par goûter. Mais là, voilà, à force d'entendre toujours pareil, que t'étais nul, tu finis par croire que t'es nul, quoi, voilà. C'est donc un exemple de traitement de la parole de joueur. C'est un texte que j'ai écrit vraiment en me basant sur des interviews. On a de la chance qu'en 98, on a énormément de matière documentaire. C'est vrai que j'ai parlé de la grosse analyse qu'on a fait des matchs en eux-mêmes, mais j'ai aussi
énormément consulté toute la base documentaire qui est disponible. Et l'endroit de la parole du joueur m'intéressait beaucoup à traiter. Et puis en 98, on était quand même aussi à une autre époque où plus de choses pouvaient se dire. Enfin, en tout cas, il y avait un langage un peu moins policé avec les journalistes qui permettent des fois des franchises, enfin un endroit d'accès à ce qui se passe dans l'intériorité d'un joueur à l'issue d'un match qui sont très révélateurs de toutes les choses qui vivent très intensément. Et la parole de Dugarry, dans ce sens-là, est vraiment très intéressante parce que ça raconte aussi toute la pression, toute la violence qu'un footballeur subit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont projetées. Encore une fois, si on le voit comme un héros, on y projette un tas de choses, et un héros qui déçoit, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Du coup, on y projette encore plus de violence, et il doit prendre en charge tout ça, et en plus, il doit s'exprimer sur tout ça. Enfin, c'est incroyable, ça crée pour moi des vrais moments, des vrais moments tragiques de devoir parler quand on est dans ces situations-là. Je vais vous montrer l'extrait suivant. Je ne sais pas si ça rendra grand-chose. C'était simplement pour vous montrer aussi comment on peut mettre le ballon sur scène. Voilà, un exercice de jongle, de brésilienne un petit peu stylisée. C'est le deuxième match de l'équipe de France. S'il gagne, ils sont assurés d'être qualifiés. Ils sont attendus au tournant, il y a une pression énorme. Parmi eux, il y a ceux qui sont jeunes papas, ceux qui ont divorcé, ceux qui ont tout gagné cette année, ceux qui ont connu une période de doute, ceux qui fument des cigarettes, parfois même pendant la mi-temps, ceux qui ont connu une blessure longue, ceux qui font du jardinage pour se détendre, ceux qui financent une association, ceux qui ont été remplaçants plus de 3 matchs d'affilée, ceux qui sont amis, ceux qui parlent plusieurs langues. Donc ce sont à chaque fois des traductions de matchs où j'ai eu à cœur de balancer entre l'oralité et tout l'aspect physique du coup qu'on peut avoir dans l'entraînement, et aussi pour les comédiens sur ce match-là. C'est un court extrait, un peu difficile à saisir comme ça, mais ça les met aussi à un endroit de jeu, contrairement au texte qui se déroule, et à part si on a un trou de texte ou si on fourche un petit peu, a priori il n'y a pas tellement d'accidents. Là, on les met à l'endroit du possible accident qui est induit par le ballon. Et du coup, on ne sait pas est-ce qu'ils vont y arriver. Ils ont des défis secrets pendant ce match-là, du nombre de jongles qu'ils doivent réussir à faire. Ça implique aussi un endroit qu'on ne voit pas toujours, enfin qui n'est pas souvent au théâtre, de ce possible-là. Donc il y a tout cet aspect physique qui est vraiment traduit d'exercice de football, donc là d'exercice au ballon, mais un autre match qui est aussi de l'exercice physique avec des plots et tout un circuit, qui est le genre de circuit qu'on peut faire en entraînement de foot, qui existe aussi. L'extrait suivant, c'est pour le coup vraiment un travail de texte très important. Je vais vous laisser voir, écouter. Quand soudain, en un corps, nous avons pivoté. Un effroyable cri sorti du fond des airs saisit nos sangs glacés de sa voix métallique et lance face à nous une armée adversaire. L'assaut a commencé de tous côtés sévères. La terre sous nos pieds, théâtre de nos guerres. Être patient, le mur finira par céder. Car quand la France ne parvient pas à accélérer, elle fait mal. Elle est annoncée favorite et l'ennemi le sait. Et l'ennemi nous presse. Diomède, intérieur. Les Arasous débordent de buts sur la défense.
Zazu se bat, va, la récupère, transmet à Trezeguet, être patient. Le mur finira par céder. Frappe, 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 mais Sheila Verte est là. Le portier colossal a soudé son armée. Aucun ne cédera au mur impénétrable. Turgev, poursuivi par 3 Paraguayens. Henri est éjecté, soigné sur le côté. De ça, il couvre bien, pas déstabilisé. Et il frappe, et frappe, et frappe, et toujours rien ne fait. Être patient, le mur finira par céder. Donc ce match de 8e de finale contre le Paraguay a été écrit vraiment sur le modèle des grandes tirades raciniennes en alexandrin, en vers de 12 pieds. Vraiment ce modèle épique de raconter une bataille comme on peut avoir dans les grandes tragédies classiques, raconter les héros. Et puis j'aimais beaucoup la sonorité des noms des joueurs, Diomède, Lizarazu, ces noms qui sonnent comme des héros vraiment mythologiques et racontent en particulier ce match qui a été intense parce que vraiment le comble du tragique qui est le but en or qui n'existe plus aujourd'hui, mais donc cette issue de match où à la fin du temps réglementaire, on passe aux prolongations et il y a un but près qui vient clore le résultat. Voilà, avec cette équipe du Paraguay de 98 et ce gardien mythique, Sheila Verte, et cette abnégation, cette résistance, ce mur qui a tenu, cédé. Voilà, ça m'intéressait beaucoup de le travailler avec cette langue-là et je trouvais ça très beau aussi de pouvoir mettre dans la bouche des footballeurs. On a entendu des paroles plus triviales, cette poésie-là et cette intensité par ce langage-là. Je vous passe un dernier extrait qui va révéler la dimension plus vraiment physique du spectacle. Un des matchs qui est traduit uniquement en danse, en chorégraphie. J'aimais beaucoup le parallèle entre le footballeur et le danseur. Si on regarde certains matchs de Zidane, on peut vraiment voir une gestuelle où aujourd'hui, Griezmann, c'est un danseur, c'est incroyable, ses mouvements, moi je trouve ça aussi émouvant et aussi beau que de la danse. Et donc voilà, j'avais envie d'essayer d'en trouver une traduction vraiment par la danse, en sachant que je ne suis pas chorégraphe, les acteurs ne sont pas danseurs, et comment trouver par le football, par le théâtre, cet endroit de corps, de physique. Je laisse regarder. Ce qui est intéressant aussi à soulever dans cette chorégraphie, c'est la place de la parole, encore une fois. Sur un terrain de foot, on ne le voit pas forcément, mais on parle beaucoup. Et ça, c'est très important. Et je trouvais ça intéressant de
pouvoir mettre cette chose-là dans la chorégraphie, en sachant que tout ce qui se dise dans la chorégraphie les sert pour pouvoir danser. C'est pas juste de la fioriture rythmique, voilà. Ils en ont besoin pour pouvoir danser ensemble. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est super de pouvoir avoir des extraits. Voilà. On comprend beaucoup mieux, je pense, ce que tu nous dis justement sur la dramaturgie de chaque match et sur le travail, sur le corps. Tu as choisi toi-même de faire partie du spectacle, c'est-à-dire que voilà, tu es vraiment le coach sur le plateau. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ce choix Oui, la figure, toujours dans ces parallèles entre le théâtre et le football, la figure du coach m'intéressait beaucoup en tant que parallèle avec la figure du metteur en scène. Et comment finalement un metteur en scène est coach de son équipe de comédiens. Donc voilà, ça m'a paru assez évident tout de suite de prendre cette position-là. On a réfléchi un moment parce que, c'est pour des questions de est-ce que si j'étais pas tout le temps disponible, me faire remplacer, tout ça, mais ça n'avait plus de sens. Cet endroit cette place-là existe dans le spectacle, est écrite sur ce parallèle-là, sur cette mise en abîme aussi de ce groupe de jeunes gens, tous d'une génération qui a été enfant en 98, qui font la démarche de prendre les chaussures des héros de leur enfance. Quelque part, ça fonctionne dans ce parallèle-là. Et ça, c'était pas conscient au début, c'est peut-être plus anecdotique, mais ça me plaît assez aussi de raconter que une femme peut être le coach de l'équipe de France. Parce que ça raconte aussi de la place du metteur en scène au théâtre, où aujourd'hui on a de plus en plus de femmes qui s'affirment dans cette pratique-là, et au-delà du théâtre d'ailleurs, dans cette place de dirigeant, dans cette place de manager, qui peut être une place... voilà, dans le spectacle, je n'essaye pas du tout d'imiter Aimé Jacquet, c'est pas ça qui m'intéresse du tout. Ou de jouer un homme, d'ailleurs, je ne joue pas un homme, je joue une figure, la figure du coach, la figure du metteur en scène, et je trouve ça intéressant de pouvoir se réapproprier ces grandes figures-là, et peut-être justement les modèles que j'ai pas eus dans mon enfance, c'est une manière pour moi d'en créer un modèle. D'une figure incarnée. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir une équipe formidable qui m'a suivie complètement sans aucun questionnement de est-ce que ça pose question que je sois une femme à jouer le coach. Et ça se passe très bien. Super. Et je voudrais revenir aussi sur la réception, parce que quand je suis venue me voir la première fois, il y avait dans le public des personnes qui, je pense, n'avaient pas forcément l'habitude d'aller au théâtre, mais qui devaient être des habitués des stades, et qui réagissaient au spectacle un peu à la manière de supporters, c'est-à-dire qu'ils manifestaient leur émotion en fait, de façon sonore. Et donc c'est très intéressant, je trouve, aussi sur ces rencontres avec des publics qui ne sont pas forcément des habitués des salles de théâtre. Oui, c'était vraiment une envie sur ce spectacle de pouvoir se faire rencontrer plusieurs mondes et plusieurs publics qui ne sont pas forcément habitués soit à aller au théâtre, soit à avoir un intérêt sur le football, parce qu'il y a les deux cas aussi. C'est assez chouette de se dire que c'est un spectacle qui parle, qu'on aime ou pas le football, parce que ça parle justement de ces grandes valeurs universelles. Et c'était vraiment une envie pour la partie des spectateurs plutôt habitués au football de pouvoir leur ouvrir la porte du théâtre et de leur dire cet endroit qui fait peur, parce que c'est un retour que j'ai beaucoup dans mon entourage de tas de gens
sont super, mais qui n'osent pas aller au théâtre parce qu'on est enfermé dans une salle toute noire. On nous a appris à l'école qu'il ne fallait pas faire de bruit. Et j'ai eu envie sur ce spectacle de pouvoir créer des porosités et faire entendre qu'au théâtre, on a le droit de réagir comme au stade, on a le droit d'être engagé dans la représentation en tant que spectateur. Et c'est une chose qui se passe et qui est très chouette, effectivement, de public qu'on peut avoir. On a eu la chance de faire une représentation en octobre à Strasbourg, une représentation tout public où il y avait des spectateurs classiques, je ne sais pas ce que c'est un spectateur classique, mais enfin des spectateurs, et a été invité le centre de formation du Racing Club de Strasbourg. Donc des jeunes entre 15 et 18 ans, futurs footballeurs professionnels qui, de par leur choix d'études, n'ont peut-être pas eu, n'ont sans doute pas eu la même sensibilisation au théâtre, parce que dans leur cursus scolaire, comme ils sont en centre de formation depuis très jeunes, ils n'ont pas forcément ce que peut amener les classes qui amènent les enfants au théâtre. Et ça a été vraiment très, 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 très intéressant et très chouette, très fort comme représentation, d'autant que c'est des jeunes qui n'étaient pas nés en 98, donc on peut se dire qu'est-ce que ça va leur apporter. Et en réalité, je crois qu'il y a vraiment eu cet échange de valeurs qui est aussi leur quotidien, qui est aussi leur futur, et qui est importante, qui fait partie. Le théâtre peut vraiment apporter cette chose-là aussi aux jeunes footballeurs qui seront amenés à avoir une image publique, et du coup à devoir parler, à devoir transmettre, à devoir créer du lien. Et ça, c'était très chouette. Mais au-delà de ça, oui, on a beaucoup de copains qui sont de l'équipe, qui jouent avec nous au football, qui ne vont pas spécialement nous voir au théâtre quand on joue d'autres choses, et puis qui là étaient venus, et ça crée quelque chose. Et pour nous, en tant qu'artistes, avoir ce lien-là avec la salle, qu'on joue beaucoup en adresse directe avec le public, c'est extrêmement agréable. Oui, c'est super. Et qu'est-ce que ta pratique du foot t'a apporté en tant que comédienne et metteuse en scène, et inversement, est-ce que ta pratique artistique a eu une influence sur ton jeu, sur ta pratique sportive? Oui, je pense qu'il y a des vraies influences, notamment, je le disais un peu plus tôt, dans cet esprit vraiment de se dire qu'on est au service d'un but commun, qui est évident au football et parfois plus flou au théâtre, parce qu'il y a des trajectoires plus individuelles dans une pièce, et puis trouver en fait quel est ce but commun. Cette chose-là, le rapport... Si, il y a une chose, un parallèle qui est important et qu'on travaille beaucoup au football, dont on ne parle pas forcément, c'est le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon, c'est essentiel, parce que dans un match, sur 90 minutes, on touche le ballon en réalité une poignée de minutes, si tout va bien. Et du coup, on travaille beaucoup ce sens de l'espace, de l'équilibre, des déséquilibres, de créer des espaces. Et au théâtre, dans nos formations de comédiens, on travaille toujours des premiers rôles, avec beaucoup de textes et des premières scènes. Et on apprend à être le premier rôle, on apprend pas beaucoup à le jeu sans ballon sur un plateau de théâtre, c'est-à-dire équilibrer quand dans la scène se joue quelque chose
dont on n'est pas le protagoniste principal, ce qui arrive très souvent, et travailler cette écoute, ce sens de faire la passe, faire la passe décisive pour l'acteur qui va avoir son moment, sa scène clé, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment réfléchi avant et qu'aujourd'hui j'aime beaucoup. J'aime beaucoup jouer sans ballon sur un plateau de théâtre. Oui, c'est toute la question de l'écoute et d'être au service de l'autre quand il joue. Enfin, effectivement, il y a des liens qui sont intéressants à tisser entre... Oui, et je pense que dans le sens inverse, pour le football, c'est quand même quelque chose qu'on travaille aussi au théâtre, ce rapport à l'écoute et à la communication. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on saisit moins parfois de la pratique du football, mais l'importance de la communication. Sur un terrain, savoir parler, se faire entendre, communiquer avec des mots ou sans mots, d'ailleurs, dans un langage corporel. C'est quelque chose qui... Voilà, ça je l'ai moins conscientisé, mais peut-être que ma pratique du théâtre m'a aussi affinée dans mon écoute de mes partenaires sur un terrain. Et je voudrais revenir sur la question du football féminin, qui est une question qu'on a abordée de manière ponctuelle au cours des 3 dernières séances. Et donc toi, tu le vis de l'intérieur puisque tu pratiques toi-même le foot dans une équipe féminine. Et tu connais aussi très bien le football masculin puisque tu as étudié comme des pièces de théâtre les matchs de la Coupe du Monde notamment. Et je voulais savoir si tu percevais des différences dans la construction du collectif, dans le jeu, entre le foot masculin et le foot féminin. Du fait de l'histoire du développement du football masculin et du football féminin, de fait, on n'est pas tout à fait au même endroit. Comme je le disais plus tôt aussi, je suis d'une génération où ça, c'est quelque chose de très rare dans le football amateur, hein, je parle du niveau amateur, masculin, c'est-à-dire que moi, donc, j'ai commencé à 25 ans, mais je n'étais pas la seule. Beaucoup de jeunes femmes qui jouent au foot aujourd'hui ont commencé très tard, ce qui, dans le cas des garçons, est beaucoup plus rare. Pour diverses raisons, tous les garçons ont un jour tapé dans un ballon, ne serait-ce que dans la cour d'école, dans la rue. Alors souvent, beaucoup ont fait du club jeune, mais de ma génération en tout cas, on est plus nombreuses à avoir commencé tard. Ce qui est particulier aussi, démarrer un sport adulte. Ça te met forcément pas tout à fait dans le même rapport. Après les différences, je crois surtout qu'il y a eu énormément d'évolution entre le moment où j'ai commencé le football et aujourd'hui. Le nombre de licenciés en club a énormément augmenté, s'est développé. Et c'est vrai que j'ai des souvenirs de mes premières années où oui, il pouvait y avoir un manque visible de considération de la pratique féminine qui se traduisait sur l'occupation des terrains, où on nous dégageait un petit peu plus facilement que si on avait été des garçons, y compris pour des matchs officiels, où on nous disait gentiment que là, ça avait pris du retard et que le match des garçons qui suivait devait commencer à l'heure. Bon. Et voilà, pendant les premières années, nos maillots de l'équipe, c'était les maillots enfants, parce qu'il n'y avait pas de maillot femmes. Voilà, c'est des choses qui ont existé, qui évoluent. Aujourd'hui, par exemple, toutes ces choses-là, tous ces détails-là dont je parle, c'est plus le cas. Donc c'est que, voilà, c'est historiquement le football féminin est plus... Enfin, je maîtrise mal... L'historienne qui est venue pendant le cycle dirait sans doute les choses mieux que moi. J'ai honte un peu. Mais voilà, c'est plus frais, c'est plus récent tout ce développement-là. Du coup, quelque part,
C'est long, ça prend le temps, mais ça évolue. En tout cas, moi, de ma sensation de pratiquante, je sens vraiment, là, en 5 ans, d'énormes différences de considération, d'énormes différences dans le développement, dans les clubs qui investissent vraiment beaucoup dans les sections, notamment dans les sections jeunes, et ça c'est super. Il y a beaucoup d'équipes, parce qu'avant, une petite fille qui voulait faire du football, c'était pas impossible, mais pendant longtemps, tu étais avec les garçons, et puis à partir d'un certain âge, il n'y a plus d'équipe filles, je ne sais plus si c'est en U12 ou 13, ou il y a un âge à partir duquel on ne peut plus se mélanger, et puis du coup, soit tu arrêtes, soit tu dois aller demander à tes parents de t'emmener très loin pour pouvoir avoir une équipe féminine, et ça évolue. On peut espérer que ça évolue encore rapidement dans les prochaines années, et puis surtout au niveau de la visibilité médiatique du foot féminin, il y a encore beaucoup de progrès à faire. En tout cas, merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions de la salle, mais merci beaucoup pour ta présentation, c'était passionnant. Merci. Donc je vais passer de l'autre côté. Merci pour cette approche parallèle entre le sport collectif et le théâtre, qui est toujours passionnante. Vous avez parlé du jeu sans ballon. Alors, je voudrais prolonger un peu cette piste-là. Dans le sport collectif, certains joueurs ont plus d'aptitude que d'autres à bonifier le jeu de leurs partenaires. Ça se travaille néanmoins, c'est pas parce qu'ils ont des capacités naturelles qu'ils peuvent s'en arrêter là. Est-ce que dans le théâtre, certains comédiens sont plus aptes à bonifier le rôle de leur partenaire? Est-ce que ça se travaille? Est-ce que c'est le rôle du metteur en scène que de travailler ce genre de choses? Oui, tout à fait, merci pour ce prolongement sur ce sujet-là. Oui, il y a des acteurs formidables qui bonifient les autres acteurs et c'est un bonheur de jouer avec ces gens-là. Donc ça existe aussi, effectivement, en tant que sensibilité, aptitude plus ou moins innée, mais aussi travaillée et qui se travaille. Est-ce que c'est le rôle du metteur en scène de pousser à cette chose-là? En tout cas, c'est le rôle du pédagogue. Et si on considère que le metteur en scène a ce devoir de pédagogie pour amener ces acteurs à grandir et à se développer et à devenir meilleurs, oui, c'est son rôle. Et je pense que c'est son rôle de toute façon parce qu'un metteur en scène veut le meilleur spectacle possible. Et donc si on n'a pas cette qualité de service de l'autre, on n'a pas le meilleur spectacle. Mais effectivement, il y a aussi au théâtre des acteurs plus chien-fou, plus dans une certaine, une certaine virtuosité, qui ont besoin de disposition. Et parfois, le spectacle nécessite cet espace-là, cette liberté-là. Et du coup, il faut arriver à faire en sorte que les partenaires puissent proposer cette chose-là. Ce qui est terrible, c'est quand ça ne se passe pas. Et ça arrive, des pièces où des acteurs se mettent des bâtons dans les roues parce que, par différentes raisons, hein, d'ego, de jalousie, de mauvais endroits de travail ou d'équilibre par rapport au spectacle. Et c'est vraiment quelque chose de très précieux et de très important à soigner.
Merci. On a quelque chose en commun, c'est qu'on est tous les deux de foot et qu'on est tous les deux scientifiques. Alors, je vais vous poser une question sur notre métier. Hier, il y avait un match Brésil-Cameroun, à un moment où les Brésilien, et le ballon, il y a deux colosses, quoi, camerounais et brésilien, et il y a Nathalie Frappard qui va faire un autre 62 qui arrive et qui demande la balle et on lui donne. Je pense à un instant très très fort dans ce match parce qu'on s'aperçoit que l'Allemagne est respectée. Donc c'est vraiment une illustration pour moi de ce que vous nous avez expliqué sur la dramaturgie du foot. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors j'étais dans le train pendant ce match, donc je ne l'ai pas vu, je suis très triste. Je trouve ça réjouissant et important qu'il y ait encore des espaces, effectivement, où on respecte les règles. Et c'est très important. Et oui, je pense que l'humanité a besoin de récits. Et des récits qui peuvent reposer sur ce genre de dramaturgie, c'est plutôt réjouissant, important. Je sais plus quelle était la question et à quoi je dois répondre. Ok, bah, voilà. Oui, alors d'abord, je voudrais vous dire un grand merci pour cette intervention qui est d'une immense générosité, je trouve. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre parler du dépassement de soi pour le collectif et pas simplement du dépassement de soi pour soi. Donc encore merci. Franchement, j'ai trouvé ça à la fois passionnant et encore une fois extrêmement généreux. Merci beaucoup. Mais alors, en plus, moi en tout cas, ça m'a fait beaucoup penser. Et vous avez parlé de l'entraînement de l'artiste, qui est comme un sportif de haut niveau, qui doit s'entraîner avant, etc. Et donc, alors je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, mais il me semble aussi que le match de foot, c'est aussi comme une œuvre d'art. Alors je vais peut-être choquer certains, mais en tout cas, moi c'est ce que je pense. Et vous avez parlé de dramaturgie. La dramaturgie, on est bien dans l'art vivant, donc c'est bien une œuvre d'art aussi. Enfin, il y a bien question d'art. Et bon, il y a qu'à voir comment vous le dites, vous parlez du sens de l'espace, comment les joueurs se déplacent sur un terrain, c'est véritablement artistique. La passe décisive, c'est les buts aussi, parfois, c'est très artistique. Et comme les œuvres d'art, on ne voit pas le travail derrière. Le principe d'une œuvre d'art, c'est qu'on ne voit pas le travail. Après, ce que je trouve aussi que vous faites penser sur la question de la tragédie, qui permet, parce que la tragédie, c'est quand même l'unité de la cité. Et donc, mettre le foot en tragédie, et parler du foot comme tragédie, c'est parler aussi de l'unité de la cité. Donc, un grand merci pour ça. Alors, moi, j'ai quand même une question, malgré tout, c'est vous, en tant que comédienne, le fait que vous viviez, apparemment, vous ayez vécu dans un milieu où on parlait beaucoup de foot, le fait que vous-même vous pratiquiez, est-ce que vous en avez ressenti un élément de misogynie supplémentaire? C'est-à-dire que en tant que comédienne, et vous l'avez dit, il y a quand même deux mondes différents souvent. Est-ce qu'on vous a regardé étrangement parce que vous faisiez du foot et parce que vous parliez foot? Et deuxièmement, est-ce qu'on vous a regardé étrangement parce qu'en plus, vous étiez une femme qui parlait foot et qui faisait du foot? Voilà. Oui, c'est une très bonne remarque. Question. Le milieu du théâtre et le milieu du football sont vraiment deux mondes qui ont beaucoup de mal à communiquer, à entrer en dialogue. Alors, ça change, ça bouge aussi un petit peu parce qu'il y a eu plusieurs spectacles en lien avec le football récemment. La particularité, c'est qu'il y a eu beaucoup de spectacles récemment autour du football féminin, par des femmes. Ce qui s'accepte un petit peu plus. Qu'une jeune femme s'empare d'un grand symbole du football masculin. La
production du spectacle a été compliquée à certains aspects. Alors il y a des gens formidables comme partout qui sont ouverts à l'échange, à la réflexion et qui dépassent les préjugés. Mais la remarque la plus savoureuse, si je puis dire, dans ce sens-là, un jour, j'exposais mon projet, parce que pour monter un projet, il faut trouver des partenaires, des financements, tout ça. Donc il faut beaucoup parler d'un projet qui n'existe pas encore. Et donc j'exposais le projet, et j'ai cette remarque, spectacle sur le football par une femme, et peut-être qu'au moins ça rendra le sujet un petit peu plus intelligent. Et là, je me suis demandé, est-ce que c'était une insulte au football ou à la femme? La réponse est évidemment les deux. Voilà, je trouve que ça en disait long sur ce regard de le football, un sujet débile, sans intérêt, et une femme, forcément, elle va avoir un rapport esthétisé, poétisé, je ne sais pas quoi, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il projetait sur ce mot intelligent, sur ce regard sur le football, mais oui, c'est quelque chose qui a pu exister. C'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti du milieu du football. Au contraire, le milieu du football, j'ai plutôt eu des encouragements, des intérêts, des soutiens. C'est plus dans le milieu du théâtre où il y a un vrai snobisme par rapport à pas seulement par rapport au football, par rapport parfois au sujet de la culture populaire, tout simplement. Et oui, qu'une femme se saisisse d'un sujet considéré beauf. Oui, j'ai eu des remarques pas très intelligentes, on va dire. Je ne dirais pas qui. Oui, merci de votre exposé. Alors, j'avais une question parce que l'exemple que vous avez donné, bien sûr, c'est transposer du football, mais dans un spectacle. Donc, c'était quand même sur le football. Ma question était, est-ce que vous transposez aussi quelque chose dans d'autres spectacles qui ne seraient pas une pièce parlant de football? Voilà, est-ce que dans les œuvres que vous avez produites après, par exemple, même si vous n'avez pas fait que cette pièce, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui fonctionne en lien, même une pièce classique, un Racine ou n'importe quoi, ou au contraire une nouvelle pièce sur tout autre sujet, parce que là on voit bien sûr plus facilement le lien, puisque vous montrez 98, le football, on dit évidemment quand même le lien il va fonctionner. C'est impossible qu'il ne fonctionne pas. Mais est-ce que ça fonctionne aussi, pas mécaniquement bien sûr, dans des œuvres peut-être que vous avez fait après? Ça m'intéresserait beaucoup. Oui, en tout cas, j'essaye. Sur la suite, le travail de ma compagnie se centre vraiment sur la question de la culture populaire. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur un spectacle autour du phénomène manga. Voilà, rien à voir avec le football, mais c'est cette question des phénomènes de culture populaire qui se diffusent beaucoup dans plein de classes sociales différentes. Et ce spectacle, France, qui est fondateur de mon travail, je pense, m'a marqué pour les pièces suivantes dans un rapport au groupe et au collectif. Un travail... alors là, sur la pièce que je suis en train de travailler en ce moment, on ne joue pas au ballon, mais on fait du travail sans ballon, en groupe, en collectif, d'une manière assez similaire.
Donc, je ne sais pas si un œil non spécialiste le décèlera dans d'autres pièces que France, mais en tout cas, c'est un processus et un rapport et une place que je poursuis sur d'autres sujets. Même dans la construction d'équipe et dans mon rôle de metteur en scène, oui, j'ai une place, j'ai une façon d'être metteur en scène que je tends vers le coach. De même que dans mon équipe, j'ai un capitaine. Ce qui ne se trouve pas forcément dans toutes les équipes de théâtre. Moi, je fonctionne avec mon vestiaire, mon capitaine. Même si mon spectacle sur le manga n'a rien à voir avec le football, j'ai mon vestiaire, mon capitaine. Et je coach cette équipe-là. Voilà, ça a sans doute une trace dans ensuite le résultat sur le plateau. Je ne sais pas si je voulais vous parler de Cantona, qui est à la fois un très grand footballeur, qui est, à mon avis, un très grand comédien aussi. Alors, est-ce qu'il était que footballeur ou est-ce qu'il était déjà comédien? Moi, j'en ai Oui, c'est une bonne... Alors, la question était à propos d'Eric Cantona, grand footballeur qui devient grand comédien. Et la question était de savoir est-ce que quelque part il n'était pas déjà comédien en tant que footballeur. Et oui, il y a quelque chose de ça. Un footballeur a une personnalité publique. Zlatan Ibrahimovic est un formidable comédien. Enfin, il a une personnalité incroyable. C'est un personnage de film magnifique. Je pense qu'il y a des footballeurs qui doivent avoir un sens, parce qu'il y a ça de commun du sens partagé du personnage public, du spectacle, et un esprit commun qui peut très facilement se développer. Ce qui n'est pas le cas de tous, et après il faut le travailler. Et voilà, mais oui, il y a un esprit commun, tout comme on peut dire que oui, Zidane est un danseur, Cantona est un acteur. Oui, après à quel moment on commence l'un, on arrête l'autre, j'aime à penser qu'on est une globalité et qu'on porte en soi des tas de possibles. Qu'on n'a pas une définition arrêtée. Et je trouve ça assez beau d'ailleurs, effectivement, de penser à un footballeur non pas comme une définition arrêtée de c'est un footballeur, point. Voilà, c'est un homme. C'est un homme, donc il y a des tas de possibles en lui. Je voudrais poser une question à propos de l'impact historique éventuellement de votre spectacle et de l'importance de la transmission auprès des jeunes générations qui n'ont pas connu ces époques. Et je voudrais faire un parallèle avec un autre spectacle qui est une démarche totalement différente de la vôtre, mais qui a consisté à reconstituer la demi-finale de Séville sur un terrain de foot pour le coup. Donc, est-ce que cet intérêt de transmission d'un inconscient collectif qui existe déjà mais qui n'est pas connu des plus jeunes, est-ce que vous avez aussi ça quelque part dans un petit coin de votre tête? Oui, totalement. On s'est beaucoup posé la question parce que ce spectacle, on nous demande souvent de faire des représentations pour des scolaires. Et du coup, un public entier de personnes qui n'étaient pas nées en 98. Et du coup, la question de est-ce que ça fonctionne? Et je pense que, comme ce spectacle que vous évoquiez, c'est qu'on essaye de toucher à des endroits
de symboles, de grands symboles, qui deviennent finalement comme des légendes, comme des mythologies. Et en ce sens-là, ce sont des histoires qui transcendent le temps et qui sont recevables par d'autres générations. Parce que ça raconte quelque chose d'un inconscient collectif, d'une construction collective, du roman national qui est important. Et je trouve ça intéressant d'en proposer des œuvres artistiques, parce que certes, on peut avoir des images documentaires, mais l'œuvre artistique permet de révéler cette portée symbolique et que je trouve plus forte dans la transmission que finalement le fait historique, brut. Alors, en fait, là, c'est une question plutôt sur votre pratique foot, parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de regard négatif sur le fait que vous jouez du théâtre, etc. Mais sur la pratique même du foot, alors vous avez dit que parfois vous vous faisiez dégager il y a 5 ans quand le temps manquait et que les filles passaient après le match des garçons. Mais est-ce que dans votre équipe, ou est-ce que, en tant que footballeuse, tout simplement, quelle est l'attitude des footballeurs et des équipes masculines par rapport à une équipe féminine et par rapport aux filles, tout simplement? Parce que parfois, par rapport aux filles qui font du foot, on entend que c'est normal que les filles soient moins payées parce qu'elles sont moins physiques, parce que, etc. etc. Voilà. Alors, est-ce que vous, dans votre pratique, et pas, je veux dire pas dans les médias, mais dans votre pratique même, au quotidien, vous entendez ça? Non. Je vais être honnête, non. Je vais pas, au contraire. Après, là où la particularité de mon cas, encore une fois, c'est que j'ai commencé adulte et mon entourage, mes copains qui font aussi du foot, sont tous jeunes trentenaires. J'ai vraiment aucune remarque particulière, au contraire, plutôt j'en trouve ça chouette que je pratique. Je sais pas, dans les milieux, dans les générations plus jeunes, peut-être que cette chose-là peut être plus présente parce qu'il y a d'autres choses qui se jouent, il y a d'autres rapports, il y a sur le regard, effectivement, des questions de force. Non, au contraire, moi, mes copains m'encouragent plutôt à jouer avec eux si on fait un match improvisé. Voilà, mais je vais pas. Voilà, c'est quelque chose. Je dis pas que ça n'existe pas, mais pour répondre vraiment de mon cas personnel, je n'ai jamais eu de remarques désobligeantes sur ma pratique, sur mon physique sportif ou quoi que ce soit. Tant mieux. Et d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir... La pièce que vous voudrez, vous mettez en scène, tout en effet, vous enseignez, c'est votre responsabilité, mais vous êtes dans le jeu. Non. Quand vous avez parlé que des joueurs, vous n'avez pas mis en scène l'entraîneur de l'époque, Louis Jacquet. Et je pense qu'il était très très mal considéré, c'est-à-dire, alors que c'était un très bon joueur. Et que ce qui pouvait émerger de lui comme personnalité, il suffisait de creuser. Et je pense que tout ce qui a été dit ensuite montrait qu'il avait une forte personnalité et qu'il a su emmener ses valeurs à la Coupe du Monde. Parce que le foot, c'est pas que des beaux joueurs. Vous l'avez dit, on le redira certainement encore ces temps-ci. C'est une espèce de symbiose entre des caractères,
qui soit des joueurs et de l'entraîneur et du certificat qui est à côté. Donc, ça me gêne quand on parle de 98 en ne parlant que des 12 ou des 22. Bien sûr, c'est une de mes références principales pour écrire ce spectacle et le livre d'Aimé Jacquet, Ma vie pour une étoile, qui est du coup une biographie de l'époque, on va dire, très sensible et très intelligente. Quand je dis que je ne joue pas Aimé Jacquet, c'est plus dans le sens... on ne cherche pas dans le spectacle, mais d'ailleurs les acteurs qui jouent les joueurs, on ne cherche pas une traduction comment dire, réaliste. Mais par notre parcours, c'est évoqué. Et quelque part, j'aime à croire que ma position de femme avec une équipe d'hommes est aussi une forme d'hommage à Aimé Jacquet dans le sens où voilà, une place de dirigeante qu'on n'attend pas forcément, qui pourrait être décriée, parce que pourquoi une femme, voilà, pourquoi Aimé Jacquet, est-ce qu'il est légitime à la bonne place pour, enfin comme les remarques qu'il a pu avoir avant 98, et cet endroit que j'essaye d'apporter, et je m'inspire beaucoup d'Aimé Jacquet à cet endroit-là, d'un sens de son intelligence du groupe et de son caractère, je ne sais pas comment dire, d'une force dans la douceur. Quelque chose de très, encore une fois, qui ramène un sens noble du football populaire. Et ça, c'est quelque chose qui m'est très important, très cher, et que, oui, je rends totalement hommage à Aimé Jacquet à cet endroit-là, j'espère. Alors moi, j'ai encore une dernière question. Vous représentez 98. Donc 98, c'est un moment d'union. Et puisqu'on a parlé dans ces séances de le foot fédérateur ou pas, c'est un moment fédérateur. Mais est-ce que vous vous êtes pas posé la question de représenter ou de parler aussi des moments qui ne sont pas des moments fédérateurs, parce qu'ils existent, parce que, bon là, c'est évidemment 98, ça pousse à l'enthousiasme. Il y a d'autres moments qui peut-être poussent moins à l'enthousiasme, et est-ce que vous, en tant que metteuse en scène, vous n'avez pas eu envie aussi de raconter ces moments-là? Oui, ça pourrait, tout à fait. Mais très vite, je me suis dit que si je me saisissais de ces aspects-là, ce serait sur d'autres spectacles. Une suite éventuelle, je ne sais pas si ça existera un jour, mais en tout cas, j'avais à cœur de mettre vraiment en lumière cet aspect fédérateur, sans lui enlever les aspérités, parce qu'on parle aussi dans le spectacle des cartons rouges, des blessures, de la difficulté d'être un blessé pendant une Coupe du Monde et de vivre quelque part à distance la victoire, même si on fait partie du groupe, voilà, voilà, du rapport à l'identité nationale qui peut être une question complexe, mais il m'importait de centrer vraiment ce spectacle-là, en tout cas sur cette lumière fédératrice, parce que c'était mon premier spectacle sur le sujet au théâtre, et que le théâtre est très 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 enclin à parler de tout ce qui ne va pas dans le football, et ça m'était important et cher aussi de mon héritage familial, de parler de la beauté du football. Il ne faut pas être aveugle non plus, il faut avoir conscience des dérives, mais j'avais envie de centrer vraiment sur le cœur des valeurs, des belles valeurs du football, avant
peut-être un jour d'évoquer oui, toutes les dérives satellites à ce milieu. Est-ce que vous avez des représentations prévues? Oui, tout à fait. On aurait pu mettre le... on joue le week-end prochain, samedi 10 décembre et samedi 10 décembre et dimanche 11 décembre à 17h à chaque fois, au théâtre El Duende à Ivry. Ouais, voilà. Ah oui. Ah. Oui. Il y avait encore une question. Oui, alors j'ai deux questions. Sur un terrain de foot, il y a 11 joueurs, 22 au total, peut-être même encore un peu plus. Sur scène, manifestement, il y en a beaucoup moins. Vous avez dû faire des choix. Oui. Alors, je n'ai pas vu Le Gaulle, qui pourtant, en 98, a joué un rôle extrêmement important. Et comme vous savez, donc, choisir, c'est renoncer. Comment avez-vous fait vos choix de joueurs sur qui allait être représenté? Oui. Alors, on parle des Gaules de 98 dans le spectacle. Ils sont évoqués. On est 7 au plateau, 6 comédiens. Il y a un choix absolument très terre à terre, qui est une question de montage financier. Dans un monde idéal, j'aurais eu tous les joueurs possibles. Mes premiers rendez-vous de financement public, on me demandait de faire le spectacle à 3 personnages. J'ai dit non, parce que pour raconter une équipe de football à 3, c'est compliqué. À 7, déjà, on peut faire quelque chose. Voilà, donc ça a été des choix, c'est basiquement terre à terre de financement, parce que c'est difficile de monter un spectacle avec beaucoup de comédiens, surtout quand on est une jeune compagnie. Après, pendant le spectacle, en fait, chacun des comédiens ne prend pas en charge un seul joueur. On traverse, en fait, à chaque match les différents joueurs, et j'avais à cœur de, justement, sortir. Évidemment, il y a tout un passage où la figure de Zinedine Zidane est évoquée, parce qu'on ne peut pas passer à côté, c'est quand même extrêmement important, mais j'avais à cœur qu'il ne soit pas non plus central et unique, parce qu'on l'oublie souvent, mais il a été suspendu de matchs, donc 2 matchs et demi où il n'a pas joué. C'est énorme sur 7. Donc ce n'est pas lui qui a fait 98. C'est toute une équipe, et j'avais à cœur qu'on entende tous les noms des joueurs sont cités dans le spectacle, tous à un moment sont évoqués. Alors oui, après il faut faire des choix de quel grand moment on donne à l'un et à l'autre, quelles grandes paroles, et ça c'est des choix qui ont été faits selon la dramaturgie des matchs, vraiment. Évidemment, le premier match, il y avait quelque chose d'important par rapport à la figure de Dugarry, qui du coup a une place assez importante. Alors que, pareil, pourquoi avoir choisi Dugarry alors qu'en soi, il joue le premier le match, un bout du deuxième et le dernier, enfin un bout du dernier. C'est en soi, est-ce que c'est pas du tout le plus présent? Mais par rapport à la dramaturgie de ce match, c'était important qu'il ait une place. Voilà. Mais il m'importait qu'on puisse entendre, et justement on parlait de cette transmission, de cette histoire-là, qu'on entende le nom d'un Diomède, un Diomède que les générations d'aujourd'hui n'ont aucune idée de qui est ce joueur. Diomède a énormément joué en 98, on l'oublie, mais il a énormément joué pendant la Coupe du Monde. Et voilà, donc c'est durant les 7 matchs, voilà, on navigue un peu sur des mises en lumière de l'un ou l'autre joueur, en étant attaché à ce que tous soient cités, parce que tous
ont existé, y compris les deuxième et troisième gardiens. Tous ont existé dans ce groupe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les protagonistes de l'époque sont invités à voir le spectacle? On aimerait, on n'a pas encore eu l'occasion, mais on aimerait. Alors on a eu à Strasbourg Martin Djetou qui est venu, et ça c'était un sacré moment parce qu'il faisait partie de la liste des 26, 28, je ne sais plus comment ils étaient, et donc n'a pas participé, et ça a été très fort de l'avoir dans le public. Il accompagnait les jeunes du centre de formation de Strasbourg, et je crois qu'il était très, très touché, très ému. Il nous a dit avant le spectacle qu'il avait hésité à venir, parce que forcément, symboliquement, pour lui, c'est douloureux aussi. Et après le spectacle, il était très, très, très heureux d'avoir pu partager ce moment avec ces jeunes, parce que c'est ça, le football, et c'est important de le transmettre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va pouvoir conclure. Donc, vous avez les dates qui s'affichent. Vous pouvez voir le spectacle samedi 10 et dimanche 11 décembre à 17h au théâtre LBND à Ivry. C'est pas très loin d'ici. Vous pouvez y aller avec la ligne 7. Donc merci encore à l'Université populaire du 14e pour cette collaboration très fructueuse et pour ces 4 séances passionnantes. Merci à nos intervenants, donc, Marion Fontaine, Richard Diotois et Stéphane Beau et Natacha Steck pour ces séances passionnantes. Merci au public également d'avoir été présent. Cet après-midi à 16h, vous pouvez assister à la dernière représentation d'Herculine Barbin, mise en scène par Catherine Marnas, avec Yumi Aye et Nicolas Martel, qui est l'histoire, le premier récit d'une personne intersexe qui nous soit parvenue, qui est un spectacle très touchant. Et à partir de mardi, donc, Girls and Boys de Denise Kelly, mis en scène par Chloé Dabert, jusqu'au 23 décembre. Et la semaine prochaine, notre Université populaire du 14e reprend son cours avec, à 14h, la metteuse en scène Chloé Dabert, donc la metteuse en scène de Girls and Boys, qui viendra faire une masterclass pour parler de son parcours. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Merci Natacha. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Merci.